لا القتال ولا السلاح ولا المتهمين باختيار في حلول. مرتزقة الإرهاب الدولي الذين استخدمهم الأسد وعلى رأسهم إرهابيو حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Toujours pas de percée dans la formation du gouvernement. Le 14 mars accuse le 8 mars de bloquer tout progrès pour satisfaire Michel Aoun qui refuse le principe de rotation des portefeuilles ministériels. À Genève, les délégations du régime syrien et de l'opposition discutent de terrorisme. Le médiateur de l'ONU est satisfait que les négociations se poursuivent, mais ne s'attend pas à un résultat substantiel. Début d'année sanglant en Irak avec plus de 900 morts dans les violences pour le seul mois de janvier. Aujourd'hui encore, une série d'attentats. La voiture piégée a fait une vingtaine de morts à Bagdad. Et à suivre également dans ce journal, Michael Schumacher en phase de réveil, plus d'un mois après avoir été plongé dans un coma artificiel à la suite d'un grave accident de ski. Les médecins ont commencé à réduire sa dose de sédatifs. Michel Sleiman devrait trancher dans les prochaines 24 heures sur les questions du choix des ministres et de la répartition des portefeuilles entre les partis politiques. Un sujet qui ulcère notamment le camp de Michel Aoun qui laisse planer un flou sur sa participation au nouveau gouvernement. Le CPL refuse en effet de concéder le portefeuille de l'énergie. Aoun refuse par ailleurs le principe de rotation des portefeuilles dans un cabinet qui n'aura qu'une durée de vie limitée, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine élection présidentielle prévue le 25 mai. Samir Jarja s'est lui entretenu avec le député du Coran du Futur, Ahmed Fetfet. Le chef des forces libanaises accuse le 8 mars de bloquer la formation d'un gouvernement rassembleur pour satisfaire Michel Aoun. Il a aussi réitéré son appel à la formation d'un cabinet neutre non partisan. Fetfet estime pour sa part que la balle est actuellement dans le camp du 8 mars, qui témoigne de certaines divergences. Selon lui, le président Sleiman et le Premier ministre désigné Tamam Salam vont former un gouvernement de fait accompli et laisser chaque parti assumer la responsabilité de sa participation. 3 ressortissants syriens qui seraient liés au groupe djihadiste Al-Nusra ont été arrêtés ce matin dans la Bekaa, dans l'est du Liban. Les 3 hommes entrés illégalement au Liban à partir de la région de Kalamoun ont été interrogés par les services de sécurité. Des photos retrouvées sur leur portable montrent certains d'entre eux en train de brandir l'étendard d'Al-Nusra. Plusieurs téléphones et puces téléphoniques ont été retrouvés en leur possession. Et puis à Hersel, l'armée a saisi un véhicule rempli de munitions qui tentait de s'infiltrer dans cette région du nord-est du Liban. Un ressortissant syrien qui se trouvait au volant de la Renault Rapide a été arrêté. Le véhicule serait venu de Yabroud, près de Damas. Genève 2 a commencé à briser la glace sur la Syrie, mais le plus dur reste à faire. La conférence réunit pour la première fois depuis le début de la guerre civile syrienne le régime et son opposition. Lardar Brahimi, le médiateur de l'ONU, s'est dit satisfait que les discussions se poursuivent. Il ne s'attend cependant pas à réussir quoi que ce soit de substantiel, mais espère que la deuxième session sera plus structurée et plus productive. La délégation du régime entend se concentrer sur la fin des violences et la lutte contre le terrorisme auquel Damas assimile les rebelles. L'opposition, pour sa part, estime que quelques progrès ont été accomplis en mettant les négociations sur la bonne voie, mais qu'il y a encore un grand écart avec le régime. Sur le terrain, rien ne change, des violences et des morts tous les jours. L'aviation de Bachar el-Assad continue de lâcher des barils d'explosifs sur des secteurs rebelles d'Alep. Et à Homs, l'un des enjeux de cette conférence, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Laurent Fabius estime pour sa part difficile que les 2 camps réussissent à s'accorder sur un cessez-le-feu. Pour le chef de la diplomatie française, la priorité est une action humanitaire sur le terrain. Il s'est également exprimé sur l'accord des 6 mois sur le nucléaire iranien et s'est dit inquiet sur la situation en Libye. On l'écoute. C'est la priorité parce que il faut pas oublier que tous les jours il y a des dizaines et des dizaines de morts en Syrie, même si on en parle beaucoup moins parce que les journalistes sont menacés, parce que mais c'est une situation abominable. Moi j'ai participé à la conférence de Genève et c'était absolument manifeste. D'un côté vous avez les hommes de Bachar et leur objectif c'est
protéger son clan, et de l'autre, vous avez l'opposition modérée qui veut protéger le peuple syrien. Alors, on a poussé pour qu'il y ait une discussion, elle a lieu, mais elle ne donne pas grand-chose jusqu'ici. Il faut accélérer, notamment sur le plan humanitaire, et si les Russes, les Iraniens, les Syriens, etc. ne bougent pas, il faut réenvisager d'aller devant l'ONU pour dire l'humanitaire d'abord. Il est inadmissible que des dizaines et des dizaines de gens, tous les jours, qui n'ont absolument rien fait, soient tués. La première partie de l'accord que nous avons négocié est bonne, et on est en train de l'appliquer. Mais elle ne dure que 6 mois. La deuxième partie, ça va être le moment de vérité. Est-ce que les Iraniens sont prêts à accepter la perspective d'aller vers le nucléaire militaire, ou bien est-ce qu'ils disent simplement on reste au niveau du seuil? La France est ferme, tout à fait ferme, mais bien sûr, nous voulons une solution qui serait positive pour la sécurité. Est-ce que vous avez confiance en Rouhani, Hassan Rouhani? J'ai adopté une attitude depuis que je suis aux affaires étrangères. La question n'est pas de savoir si vous avez confiance ou pas dans les gens qui sont encore en face de vous. La question est de faire en sorte qu'ils ne puissent pas vous tromper. Voilà. Et pour ça, il faut prendre des garanties. La situation en Libye est très difficile parce qu'il y a beaucoup d'armes, parce qu'il y a beaucoup de tribus, parce que l'État a du mal à imposer son autorité. Et donc, il faut être extrêmement vigilant. Oui, je suis inquiet. De même que les Algériens, de même que les Tunisiens, de même que les Américains, de même que les Italiens. Donc, il faut aider le gouvernement libyen à être plus, efficace en matière de sécurité. 2 jeunes Français partis de Toulouse avec l'intention d'aller rejoindre le combat djihadiste en Syrie ont été récupérés en Turquie et ramenés en France cette semaine. Ils s'étaient radicalisés sur Internet comme beaucoup d'aspirants à la guerre sainte. Le cyber-djihad tourne à plein régime sur la toile et séduit de plus en plus de jeunes à la dérive. Reportage. Sur ce site, plus d'1 800 000 visiteurs. Le forum compte plus de 4 500 membres. Il y aurait sur la toile une trentaine de sites radicaux en langue française faisant l'apologie du terrorisme. Sur YouTube, on trouve également des vidéos de prédicateurs radicaux comme ce breton Gilles Le Gouen, capturé au Mali en mai. Ou encore des djihadistes appelant à les rejoindre en Syrie, comme ce Toulousain Jean Daniel, né de parents français et mort en Syrie en août dernier. Le but de cette vidéo, c'est de vous inviter, les frères, à voir la réalité des choses et à vous inciter à quitter la France, Inch'Allah, à faire la hijra et à venir nous rejoindre ici en Syrie. C'est sur Internet également que les 2 adolescents tout juste revenus de Syrie s'étaient radicalisés. Ils ont été récupérés à la frontière turco-syrienne, une zone où passeraient chaque semaine des dizaines d'Européens candidats à la guerre sainte. Internet est devenu une arme de guerre pour les terroristes. Le gouvernement français réfléchit à de nouvelles armes pour lutter contre ce cyber-djihad. Je ferai dans quelques jours, à sa demande, des propositions au chef de l'État pour renforcer nos dispositifs, pour empêcher ces départs, pour être aussi évidemment extrêmement préventif à l'égard de retour qui auraient des intentions terroristes, s'en prendre évidemment sur notre sol à nos compatriotes ou à nos intérêts. Donc ça nécessite de la prudence, de la méthode. Le départ de jeunes radicalisés vers des zones de guerre n'est pas nouveau. Il a déjà été observé en Irak ou en Afghanistan. Mais avec la Syrie, ce qui surprend les experts, c'est l'âge de plus en plus précoce de ces djihadistes. Parmi ceux repérés par l'État, une douzaine de mineurs. Dans un instant, nous ferons le point sur la publicité controversée de l'actrice américaine Scarlett Johansson. That's better for you and all of us. Less sugar, less bounce. If only I can... Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Plus de 900 morts dans les violences en Irak. Pour le seul mois de janvier, c'est le dernier bilan. Après la mort d'une vingtaine de personnes dans une série d'attentats à la voiture piégée ce jeudi dans des quartiers chiites de la capitale. Si ces crimes n'ont pas été revendiqués, ils portent la marque d'Al-Qaïda. Les militants ont gagné du terrain ces derniers mois et repris le contrôle de certains quartiers dans les villes de Ramadi et Fallujah, à l'ouest de Bagdad. Par ailleurs, 8 hommes armés ont pris en otage pendant quelques heures des employés du ministère des Droits de l'Homme dans la capitale irakienne. Les forces de sécurité ont réussi à mettre fin à la prise d'otages en tuant les assaillants. Ouverture du 22e sommet de l'Union africaine ce jeudi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Au menu de ces 2 jours de discussion des 54 membres, les crises au Soudan du Sud et en Centrafrique, 2 pays ravagés par la guerre. Au Soudan du Sud, 2 camps s'opposent depuis mi-décembre. D'un côté, l'armée gouvernementale
et de l'autre des forces regroupées derrière l'ancien vice-président Riek Machar. Malgré un accord de cessez-le-feu, les affrontements continuent dans plusieurs régions. En 6 semaines, des milliers de personnes ont été tuées et 800 000 déplacées. Quant à la Centrafrique, où une force africaine et un contingent de l'armée française sont déployés, elle est en crise depuis mars 2013. Le conflit entre milices chrétiennes et musulmanes a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. C'est le dernier épisode judiciaire en Italie dans l'affaire Amanda Knox, cette américaine accusée d'avoir tué sa colocataire. Son ex-petit ami italien, Raffaele Sollecito, est seul sur le banc des accusés. Il risque 25 ans de réclusion dans ce procès en appel. Amanda Knox, elle, encourt 26 ans de prison. Elle n'est pas devant la cour à Florence depuis son acquittement en 2011. Elle est rentrée chez elle aux États-Unis et ne compte pas revenir. Amanda Knox est poursuivie par la machine judiciaire italienne depuis le meurtre et le viol en 2007 de sa colocataire Meredith Kercher. L'étudiante britannique avait été retrouvée lardée de coups de couteau dans leur appartement à Pérouse. En 2009, Amanda Knox et Raffaele Sollecito sont condamnés en première instance à 26 et 25 ans de réclusion. En appel en 2011, ils sont innocentés, mais la Cour de cassation annule ce jugement. Le verdict de cet ultime procès est attendu cet après-midi. L'actrice américaine Scarlett Johansson met fin à sa relation avec l'ONG Oxfam après la polémique sur sa participation à une publicité pour SodaStream. Et pour cause, cette entreprise israélienne de machines à soda est établie dans une colonie en Cisjordanie. Pour Oxfam, qui lutte contre la pauvreté et pour les droits de l'homme, le commerce en provenance des colonies israéliennes va à l'encontre des droits des Palestiniens. Avis totalement différent à la direction de l'entreprise. Son PDG défend l'implantation de son usine, expliquant qu'elle emploie 1200 personnes d'horizons différents. Ainsi, des Palestiniens côtoient des Arabes, Israéliens et des Juifs. Il estime que SodaStream contribue à la coexistence des habitants et même à la paix dans cette région. Les médecins de l'hôpital de Grenoble ont commencé à réduire la dose de sédatifs administrée à Michael Schumacher. Une phase qui pourrait prendre plusieurs jours avant le réveil complet du champion de Formule 1. Le pilote allemand est plongé dans un coma artificiel depuis son grave accident de ski en Savoie le 29 décembre dernier. Âgé de 45 ans, Michael Schumacher souffre de graves lésions cérébrales. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Toujours pas de percée dans la formation du gouvernement. Le 14 mars accuse le 8 mars de bloquer tout progrès pour satisfaire Michel Aoun, qui refuse le principe de rotation des portefeuilles ministériels. À Genève, les délégations du régime syrien et de l'opposition discutent de terrorisme. Le médiateur de l'ONU est satisfait que les négociations se poursuivent, mais ne s'attend pas à un résultat substantiel. Début d'année sanglant en Irak avec plus de 900 morts dans les violences pour le seul mois de janvier. Aujourd'hui encore, une série d'attentats. La voiture piégée a fait une vingtaine de morts à Bagdad. Et puis Michael Schumacher en phase de réveil plus d'1 mois après avoir été plongé dans un coma artificiel à la suite d'un grave accident de ski. Les médecins ont commencé à réduire sa dose de sédatifs. Et avant de refermer ce journal, je vous propose de regarder la promo de la nouvelle émission en français de Futur TV. On est très heureux de vous présenter Code 24, le nouveau magazine francophone de la rédaction de Futur TV, le premier du genre au Moyen-Orient. Chaque semaine, nous vous proposerons une série de reportages sur différents thèmes pour décrypter l'actualité internationale. Culture, mode, politique, économie, mais aussi sport et gastronomie. Code 24, c'est votre code d'accès à la planète info. Code 24, une coproduction signée Futur TV France 24. Retrouvez-nous chaque samedi à 22h30 à partir du 1er février. لا القتال ولا السلاح